Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le 3e épisode de l'écran noir de vos nuits blanches. J'espère que ce petit rendez-vous continue à vous plaire. On va parler séries d'ailleurs Netflix en particulier, en tout cas disponibles sur Netflix, qui sont sorties assez dernièrement et en partie des grosses sorties. Si vous êtes prêts, c'est parti, je vous propose d'ores et déjà 5 séries Netflix. La première que j'ai binge-watchée littéralement, j'ai regardé tout d'affilée en une journée, c'est La Chronique des Bridgerton, une série romantico-historique américaine créée par Chris Van Dusen et basée sur la saga du même nom créée par Julia Quinn. Je vous préviens d'ores et déjà que j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de cette saga livresque, donc si une petite lecture commune vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire ou alors sur Instagram directement en message privé. Alors cette série, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien déjà pour vous donner une petite idée de l'ambiance, on est entre un Gossip Girl et un roman de Jane Austen. Voilà. Vous faites un mix, vous mélangez tout ça, bien vous secouez, mettez des glaçons s'il faut et ressort La Chronique des Bridgerton. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée de l'ambiance. On est pour l'instant sur une saison composée de 8 épisodes d'à peu près 60 minutes dans laquelle on va suivre en fait la haute société londonienne au début du 19e siècle durant la Régence anglaise. On va suivre donc différents personnages issus de différentes familles plus ou moins aisées de cette société du coup aristocratique anglaise, notamment la famille des Bridgerton qui se compose de pas moins 4 frères et 4 sœurs ainsi que la mère la vicomtesse. Donc voilà, et dans cette première saison qui correspond à peu près, j'ai cru comprendre, au premier tome de la saga de Julia Quinn, on va suivre notamment les débuts de la sœur aînée, alors qui n'est pas la sœur, enfin en fait de l'aînée des filles en tout cas, donc Daphné, qui en fait a l'âge d'être, vous savez, débutante, donc présentée à la reine et d'assister en fait à la saison pour se trouver un mari. Parce que oui, dans cette société à cette époque, le but ultime d'une femme, quelle qu'elle soit d'ailleurs, plus ou moins, en tout cas, et notamment des femmes bien nées comme on dit, c'était en fait de trouver un mari. Elles étaient élevées dans ce but, elles étaient préparées toute leur vie dans ce but. Alors préparer n'est peut-être pas le terme tout à fait adéquat, on en parlera après, mais en tout cas voilà, elles étaient élevées spécifiquement dans ce but de trouver un mari avec une position sociale qui leur assure un avenir correct. Bref, donc ces saisons, en fait ce qu'on appelait ces saisons, c'était un enchaînement de bals, de machins, de fêtes où en fait les jeunes filles, les débutantes étaient donc chaperonnées bien évidemment, mais voilà, étaient emmenées à ces soirées pour qu'elles puissent rencontrer et bien du coup les célibataires, donc à marier, qui voulaient se ranger, qui voulaient se caser, et donc voilà, les hommes après pouvaient faire la cour aux jeunes filles qui les intéressaient, et donc ça se soldait souvent après par des mariages. Bref, donc voilà, et donc on va suivre notamment l'un des personnages principaux de cette première saison, c'est donc cette Daphné, donc une jeune fille bien née, bien sous tout rapport, très jolie, intelligente, plus ou moins, ça dépend ce qu'on entend par intelligente, en tout cas cultivée, avec un certain caractère malgré tout, mais qu'elle cache un petit peu, parce que voilà, une jeune fille, du coup une débutante, se doit d'avoir un certain comportement. Bref, je vous laisserai regarder la série. Alors concrètement, je vais pas vous en dire plus. En gros, cette jeune fille, elle va faire donc ses débuts, chaperonnée par sa mère, mais une femme ne suffit pas, vous vous en doutez bien, il faut un homme, sauf que le père du coup des Bridgerton est décédé, on le sait dès le début, je vous dévoile rien, et donc c'est le frère aîné qui est quand même amené à prendre un moment la tête de la famille, je veux dire à prendre le titre, etc., à se marier, à assurer la descendance, bref, vous savez comment ça se passe. Donc c'est lui le chef de famille et c'est lui qui va devoir, entre guillemets, la chaperonner durant ces soirées, durant cette saison. Sauf que bon, il y va peut-être un chouïa fort et qu'il commence à mettre sa sœur dans une position difficile.
et c'est là où intervient en fait, donc par sa présence, le duc, qui est en fait l'un de ses amis les plus proches, mais voilà, qui est un coureur, qui n'est pas du tout prêt à se poser, etc. Et le truc c'est qu'il est harcelé par les mères des demoiselles à marier, qui essayent tant bien que mal de caser leur fille avec lui. Il en peut plus, donc il décide en fait de passer un pacte avec cette jeune fille pour du coup essayer de rattraper un peu la situation dans laquelle elle est. Bref, donc voilà, je vous passe les détails. C'est une série. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous laisserai découvrir les détails en fait de l'intrigue, parce que concrètement ça servirait à rien que je vous en dise trop non plus, ce serait bête. À vous de la découvrir. Il y a du positif et il y a du négatif. Clairement. C'est normal vu de toute façon le succès qu'a eu la sortie de cette série, évidemment qu'il y allait avoir des points positifs et des points négatifs, et beaucoup de sujets à discussion, à controverse, etc. Alors je vous le dis tout de suite, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? En effet, on est dans cette période, dans cette sorte de récit en fait à la Jane Austen, parce qu'on est donc à Londres du coup dans cette époque de la Régence anglaise, donc du début du 19e siècle. C'est plutôt une période très très intéressante. On est dans la haute société londonienne, donc avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, beaucoup de travers qu'on découvre du coup en même temps, voilà, qu'on suit les personnages. Donc je pense qu'il y a, comme dans Jane Austen, une double lecture à faire. Si on prend en effet tout au premier degré, on se heurte en effet à certaines choses. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Comme Jane Austen, il faut décrypter un petit peu cette critique sociale. Alors, on est sur une série quand même de divertissement, donc en effet, c'est pas très approfondi justement, ces petites... mais c'est par petites touches en fait. On nous montre certaines choses pour, je pense, nous alerter, voilà, sur l'air de rien, sur des petits travers, des petites choses en fait qui posaient problème, enfin déjà à cette époque, mais non pas que ce soit totalement réglé, bref. Donc voilà, mais ça reste quand même quelque chose, oui, de très romantique, de très voilà, enveloppant. Alors, les points positifs, je vais essayer de structurer un peu plus. Donc, les points positifs. J'aime beaucoup cette ambiance de Jane Austen, de haute société londonienne. J'aime beaucoup cet esprit un petit peu de gossip girl, parce que, je ne vous l'ai pas dit dans le résumé, mais dans toutes ces sociétés, en fait, on suit les personnages, mais il y a aussi une sorte de gossip, une Lady Whistledown, donc inconnue en fait des gens, du coup ils ne savent pas du tout qui c'est, mais cette personne semble elle tout savoir d'eux, tous les secrets, tous les trucs qu'ils veulent cacher, elle est au courant de tout, et en fait elle écrit dans une sorte de petit journal, en plus qui est distribué gratuitement à tout le monde, dans lequel elle dévoile les secrets des uns et des autres, les travers, enfin voilà, elle met à jour des scandales, et donc tout le monde la déteste plus ou moins, clairement, parce que on se demande à qui ce sera le tour la prochaine fois. Ça c'est très intéressant. Un côté c'est très exaltant à suivre, voilà, c'est un petit côté intriguant, etc. Donc ça, pour ça c'était très sympa. Il y a vraiment une couleur dans cette série aussi, c'est une très belle série à regarder. Il y a vraiment au niveau des costumes, des décors, etc. quelque chose de très invitant, de vraiment beau à regarder. Donc pour ça, pour moi, c'est un point positif. Après on va dire les petits bémols. Il faut le savoir, donc voilà, ça n'est pas un spoiler, mais c'est un trigger warning quand même. Il y a beaucoup de sexe dans cette série. Si vous n'aimez pas les fesses, cette série ne sera pas pour vous. Honnêtement, ça couche de partout. Parfois, c'en était même un chouïa lourd. À un moment, en fait, on va suivre un couple en particulier. Et alors, oui, ils viennent de se marier. Oui, c'est leur lune de miel et tout. Oh là là, à un moment, c'est bon, on a compris. Enfin, tu vois, t'as pas besoin de le montrer 156 fois. Oui, on a compris qu'ils étaient, voilà, qu'ils se trouvaient très attirants, qu'ils étaient en lune de miel, qu'ils consommaient comme des lapins, qu'ils découvraient... pas pour l'un mais pour l'une en tout cas, voilà, les joies de la sexualité, donc très très bien pour eux. À un moment faites autre chose, discutez, vous voyez, faites un peu le truc, bref,
Mais c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, la discute, la communication, tout ça, on n'est pas au top niveau hein, en général. Voilà, entre l'homme et la femme, on n'est pas sur un pied d'égalité, rappelons-nous. Bref, là étant dit, ce sera un autre débat. Donc voilà, ça c'est un petit trigger warning quand même, soyez avertis. Il y a aussi eu un gros contentieux, enfin en tout cas vraiment de grosses discussions sur une scène en particulier dans cette première saison, qui en effet n'a pas fait beaucoup réagir certains au début, mais enfin, le doigt a vraiment été mis par certains sur cette scène en particulier. Si on n'est pas attentif, c'est vrai que c'est une scène très dérangeante qui peut passer inaperçue. Voilà, je pense ce pourquoi elle a fait en parler. Alors, je vous le dis, c'est une scène dans le lit conjugal, enfin entre un couple hétérosexuel. Il y a une sorte de scène de... Enfin, c'est pas une sorte, il y a une scène de viol masculin. La femme, à un moment, prend le dessus. Ils sont en pleine action, donc il n'arrive pas forcément lui-même à s'arrêter. Mais il le formule, il lui demande de s'arrêter à un moment pour pouvoir... se retirer. Et en fait, la femme, du coup, continue à faire ce qu'elle a à faire. Et voilà. Donc bref, l'homme prend du plaisir, donc on se rend pas bien compte en fait de la situation, mais quand même ça pose un véritable problème. Donc il y a un contexte à cette situation, ce qui n'excuse en rien le comportement de la femme, hein, on est bien d'accord. C'est vrai que la majorité des gens n'ont pas réagi parce que en effet c'est en pleine action, et en effet c'est un homme qui dit non mais qui continue à prendre du plaisir. Le truc, et c'est la chaîne Thiboudouboudou qui en a parlé, je crois qu'il a fait une vidéo sur la série, et justement qu'il l'a dit extrêmement simplement, mais je trouve très justement. Imaginez la situation inverse, que ce soit l'homme qui ne se soit pas arrêté, et que ce soit la femme qui ait demandé à ce qu'on arrête. Est-ce que c'est un viol ? Et là, du coup, c'est extrêmement dérangeant parce que moi, la première, je ne m'étais pas forcément arrêtée sur cette scène-là. Alors, oui, je l'ai trouvée malaisante. Oui, j'ai trouvé le comportement de la femme absolument inadmissible, révoltante, enfin, ce que vous voulez. Mais je ne me suis pas arrêtée sur cette notion de viol. Et c'est terrible parce que quand elle a dit « imaginez la scène inverse », tout de suite, ça a été automatique. Je me suis dit, mais évidemment que c'est un viol. Évidemment, même au sein du couple marital, enfin voilà, peu importe, hétérosexuel, homosexuel, on s'en fout. Oui, bien sûr que c'est un viol. Et là, du coup, ça m'a paru très très clair. Donc, bon, comme quoi, il y a encore des choses à améliorer, hein, parce que, voilà, on a des réflexes parfois absolument inappropriés, enfin bref. Donc, évidemment que c'est une scène de viol dérangeante. C'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup réagir de la façon dont elle a été faite. Donc, ça a posé beaucoup de problèmes, en tout cas, beaucoup de commentaires sur cette scène-là en particulier. Et je pense que, d'un côté, c'est bien. Et je crois que c'était fait pour ça aussi, pour que les gens commentent, les gens réagissent, les gens se rendent compte. Si vous avez regardé la série, vous me direz bien sûr si vous avez regardé la scène, enfin si vous voyez la scène de laquelle je parle, et vous, comment vous l'avez ressenti sur le coup en la regardant, et si après coup, vous l'avez regardé différemment en effet comme moi. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment parce que c'est un gros sujet à débat. Il y a quand même soucis de comportement sur certains personnages. C'est vrai qu'on en a parlé aussi. Après, je pense qu'il faut aussi se remettre dans le contexte dans lequel est censée se dérouler la série, le contexte historique, pardon. Il y a vraiment des gros soucis de communication, même sur des gens qui se disent amoureux. Après, je pense que c'était aussi potentiellement volontaire. Ce qui montre très bien également que là, c'est vraiment des personnages avec un éventail du coup de qualité, mais aussi d'énormes défauts et voilà, vraiment gris. Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant à suivre et honnêtement c'est très addictif. On va pas se mentir, même si ça ne révolutionne pas voilà, votre genre, c'est très divertissant. Donc voilà, pour la beauté de la série, je reste assez positive, même si bon, on est quand même sur un truc très romantique. Je pense que de toute façon, je vais me plonger dans les chroniques, donc dans la chronique des Bridgerton, donc le roman de Julia Quinn. Donc comme je vous disais, j'ai le tome 1 et le tome 2, puisque c'est l'édition J'ai lu qui regroupe les deux premiers tomes, et je suis très curieuse parce que en fait il y a 8 tomes au moins
8 ou 9 tomes, puisque chaque tome va parler de l'un des frères ou des sœurs Bridgerton, donc va se concentrer sur l'un des personnages. Et donc apparemment la série prendrait plus ou moins la suite, en tout cas en ce qui concerne la prochaine saison 2, qui va concerner le frère aîné, donc de la fratrie. Et je suis assez curieuse de découvrir ce qui va lui arriver et de voir à quel point c'est proche ou non de la saga livresque, parce que je crois qu'il y a quand même quelques petites différences au moins pour ce tome 1, donc voilà. Je pense que je vais me plonger dedans, un peu de gossip, un peu de ragot, voilà, on s'en délecte, donc voilà, pour ça j'ai bien aimé. Après il y a quand même des petites choses assez gênantes, assez malaisantes, donc voilà. Mais c'est bien qu'on en parle. J'ai ensuite visionné Les Voyageurs du Temps, qui est une série canado-américaine de science-fiction, on va dire ça comme ça, développée entre 2016 et 2018 et disponible actuellement sur Netflix. Il y a 3 saisons regroupant 34 épisodes d'à peu près 45 minutes, créée par Brad White et produite par Eric McCormack, qui est d'ailleurs l'un des acteurs principaux de la série. Bon, je vous montre sa photo, mais vous savez, c'est un acteur très connu qu'on a vu dans la série Will and Grace ou un truc comme ça, et Perception aussi j'avais vu. Il jouait un professeur d'université schizo. Bref, donc voilà, bref, c'est un visage qu'on connaît bien. Alors, Les Voyageurs du Temps, qu'est-ce que c'est? On va y découvrir une équipe de volontaires, d'agents d'opérations spéciales envoyés au XXIe siècle, donc à notre époque, depuis un futur dans lequel l'espèce humaine est fortement menacée. Alors si c'était la seule bizarrerie de l'histoire, ça irait, mais ce n'est pas le cas. En fait, ces agents sont envoyés par un transfert de conscience. Alors, ils ont une semi-éthique parce que ils semblent choisir des gens qui s'apprêtent à mourir. Du coup, le transfert de conscience des agents dans un corps d'une personne qui s'apprête à mourir. Donc voilà, ils les sauvent à la dernière minute et du coup, ils se sont transférer leur conscience dans les corps. Enfin, c'est très très particulier comme concept, hein, il faut se mettre dedans. Ces équipes, du coup, sont dirigées, donc ce sont des humains dans le futur à la base, hein, d'accord, sont dirigées en fait par le directeur, qui est en fait une intelligence artificielle. Voilà, on panique pas, tout va bien se passer, peut-être. Donc ces équipes sont envoyées, en fait, il y a toujours, vous savez, celui qui s'occupe de la tactique, le chef d'équipe, le mécano, le docteur, etc. Bref, des milliers de groupes envoyés à travers le monde. C'est très dérangeant, je vous le jure. Là, on va suivre une équipe en particulier, qui n'a pas forcément de chance, hein, je vous avoue. Donc le chef d'équipe, lui, est envoyé dans le corps d'un agent du FBI qui s'apprêtait à mourir d'un accident absolument bête. Bref, ça c'est autre chose. Et donc ils montent leur équipe et le but de ces équipes de voyageurs, hein, disséminés à travers le monde, c'est d'empêcher certains événements clés qui mèneraient à la perte en fait de l'humanité ou à la destruction de la Terre, enfin bon bref. Ils essayent par là en fait de sauver le futur. Voilà en gros le pitch très général. Alors je vous avoue que autant les intrigues étaient relativement cool, ça dépendait des épisodes hein, comme tout, mais c'était voilà relativement sympathique à suivre, autant j'ai trouvé un côté assez angoissant, assez anxiogène, pas forcément en fait de manière frontale comme ça, mais finalement de manière plutôt très sournoise. Vraiment ça m'a pris dans le fond, une sorte de malaise qui s'est installé petit à petit sur cette histoire d'humanité qui se détruit elle-même, qui détruit la planète, etc. Et de ces intelligences artificielles qui se mettent en place et qui prennent la direction en fait de... Bah pas de tout, mais enfin voilà, du sort des uns et des autres, c'est... voilà, qui se dévoilent jamais, on sait pas pourquoi, ces agents sont censés obéir et sans se poser de questions, sans essayer de comprendre, sans être sûr que ce soit la meilleure solution. C'est quand même du coup le gros point aussi positif pour lequel on suit la série, hein, évidemment ce côté un
un peu angoissant, un peu de savoir ce qui va se passer, s'ils vont réussir, etc. Il y a quand même un gros challenge derrière, c'est un petit peu notre survie. Bref, je me suis laissée emporter. Et le deuxième gros point positif, c'est l'un des personnages, celui de David. David qui est un humain. Enfin, qui est un humain, oui. Enfin, je veux dire qui n'est pas un voyageur, hein, qui est une personne lambda du 21e siècle, qui est il n'est pas assistant social, mais c'est quelque chose comme ça, enfin voilà, bref. Et qui est un personnage absolument merveilleux, magnifique. Je l'ai adoré du début à la fin. Il a un humour. C'est le seul drôle de la série, honnêtement. C'est le seul marrant. C'est le seul qui m'a fait rire. Et d'ailleurs, c'est le seul qui fasse des blagues. Donc voilà, il a un côté très humain, très naturel, etc. Qui n'est pas épargné du tout voilà, dans l'histoire. Donc voilà, il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, il m'a tout fait. Mais j'ai cru j'ai m'effondrer. Bref, donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour ce personnage et voilà, ça c'est les côtés positifs. Parce qu'il y a quelques côtés négatifs quand même, vous vous en doutez. Il y a vraiment un gros souci, un gros malaise avec les relations des personnages, avec les personnages, enfin bon bref. Il y a vraiment des choses, c'est malaisant, c'est malaisant. Alors je comprends que ce sont des gens, des humains, hein, comme ça reste des humains, des agents qui ont été entraînés exprès pour, des volontaires, etc., qui ont transféré leur conscience dans des corps qui ne leur appartiennent pas, bref. Je comprends que psychologiquement, ça chamboule un chouïa, hein. Ils ont une mission à accomplir, quoi qu'il arrive. Donc, voilà, c'est très particulier. Mais il y a vraiment des choses très bizarres, enfin... Je peux pas vous raconter sans vous dévoiler, sans vous spoiler, donc je vais pas aller plus loin, mais voilà, il y a ces soucis de communication entre personnages vraiment terribles. Ensuite, il y a vraiment... Je trouve ils ont trop insisté sur le fait que en fait le directeur, donc cette espèce d'intelligence artificielle, sélectionne donc les hôtes potentiels. Normalement il surveille donc toutes les informations qu'ils peuvent trouver en fait, qui leur ont été transmises via internet, via l'informatique. Clairement ça ne peut pas être autrement. Donc évidemment ils vont checker les réseaux sociaux des gens, tous les dossiers qu'ils trouvent à leur sujet pour vérifier leurs antécédents, etc. Et viabiliser en fait les hôtes, parce qu'on ne peut pas envoyer les agents dans des hôtes voilà, non viables. Et là tu te rends compte que dans cette équipe il y a plus de la moitié des hôtes qui ne sont finalement pas viables. Donc le directeur incroyable et tout, genre a fait 3 erreurs sur 5. Est-ce que c'est pas un chouïa trop? Qu'il y a un couac, je veux bien, mais 3 sur 5, c'est énorme. Donc là je me suis dit, ouais, non peut-être pas, faut peut-être pas abuser quoi. Vous allez leur mettre toutes les plaies, je veux dire, ils ont eu tellement peu de chance de tirer ces 5 là, que sur 5, il y en a 3 qui ont des plaies genre insurmontables quoi. Enfin, c'est un truc au secours. Et puis il y a cette fin. Clac, 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 paf, paf, paf. J'en peux plus, mon cœur ne survit pas. Alors, c'est une fin, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a des choses qui se passent dans cette fin et moi ça m'a tué le moral. Ça ne veut rien dire parce que je viens de vous dire que c'était ni une bonne ni une mauvaise fin. Mais bon, voilà, moi j'ai fini en PLS. Je vous le dis quand même. Bref, voilà, la prochaine. Pour la prochaine série, si vous n'êtes pas du genre série jeunesse, teenage et tout, passez votre chemin, celle-ci n'est pas pour vous. Même si je l'ai beaucoup aimée, m'a quand même de temps en temps fait grincer un peu des dents. Je vais vous parler d'Alexa et Katie. Donc c'est un sitcom jeunesse américain créé par Heather Wardham, composé de 3 saisons, soit 39 épisodes d'à peu près 25 minutes et bien sûr, évidemment, disponible sur Netflix. Sachez que cette série a été diffusée entre 2018 et 2020 jusqu'à présent. On va suivre 2 jeunes filles, Alexa et Katie, qui sont dans une situation particulière. Alexa et Katie sont meilleures amies depuis leur plus tendre enfance, et quand je vous dis meilleures amies, c'est meilleures amies quoi. Des amitiés comme ça, c'est assez rare pour qu'on le note. Donc voilà, ces 2 jeunes filles entrent au lycée, donc en seconde au début de la série. Et leur situation est un petit peu particulière parce que au-delà d'avoir développé une amitié comme on n'en fait plus, Alexa est une jeune fille à qui on a diagnostiqué quelques années auparavant un cancer.
Elle a subi donc un traitement, hôpital, chimio, etc. etc. Et je crois que quand commence la série, elle arrive à son dernier traitement. Ils espèrent qu'elle rentre véritablement en rémission, etc. Donc elle rentre chez elle et elle devrait pouvoir faire sa rentrée donc en seconde, soutenue par sa meilleure amie de toujours, Cathy, qui est également sa voisine, puisque Alexa vit avec ses parents et son frère, son grand frère, donc voilà, dans une maison. Et la maison m'est collée, genre il y a même pas un truc d'herbe entre les deux portes latérales. Il y a donc Cathy qui vit avec sa maman célibataire et son petit frère du coup. Bref, et donc les deux familles sont très très proches, puisque je crois que les parents étaient déjà au lycée ensemble, enfin à l'école ensemble, donc se connaissent très très bien, sont très très proches, sont amis déjà, donc voilà. Et donc c'est l'histoire de cette amitié. On est vraiment sur une... au-delà de l'originalité du coup d'avoir le cancer comme thématique quand même relativement présente, on a et surtout l'histoire de ces deux meilleurs amis, de ces deux ados meilleurs amis qui vont rentrer. Alors il y a des hormones, il y a les joies du lycée, les copines, les garçons, les petits boulots, l'argent, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place durant ces 3 saisons. Mais voilà, ça reste très teenage. Après, j'ai trouvé original le côté traité avec la maladie, puisqu'il y a vraiment des... Voilà, c'est quand même omniprésent dans la série. Après, je n'ai pas assez de recul, moi personnellement, sur le cancer, pour dire est-ce que c'est véritablement bien traité, je ne sais pas. Après, on est sur une série quand même jeunesse, qui reste du divertissement, donc je suppose qu'ils n'ont pas montré la dure réalité des choses. Ils montrent certains aspects, mais voilà, ça reste quand même assez en surface, assez positif entre guillemets. En même temps je me dis est-ce que ça fait pas du bien aussi, voilà, de voir que ça peut tourner comme ça également. Bon voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas trop ce recul, donc je me prononcerai pas trop. Donc voilà, si vous aimez bien les séries teenage, si vous aimez bien les séries familiales, un peu comiques malgré tout, etc. Cette série sera faite pour vous. Les deux jeunes filles sont hyper sympathiques, leur amitié est folle. Il y a des personnages secondaires, les parents, les frères et sœurs, les copains, qui peuvent être assez sympathiques, c'est assez humoristique, il y a pas mal de vannes, c'est assez drôle. J'ai eu un problème avec l'un des personnages, la mère de Cathy, donc la mère célibataire, je veux dire qu'elle est une kleptomane, enfin je n'ai pas d'autres mots, c'est un truc de fou. Alors je veux dire, je n'ai aucun problème sur le partage, sur les amis proches qui viennent très souvent, etc. Au contraire, je veux dire, dans la série Friends, ça ne m'a jamais posé aucun problème, mais là j'ai trouvé quand même assez exagéré le fait qu'une mère célibataire soit évidemment mauvaise cuisinière, donc en fait se ramène chez les voisins et ça te pose de problème à personne, qu'elle embarque en fait le plat que les parents en fait ou voilà, ou peu importe la famille avait cuisiné pour eux. Genre mais qui fait ça? Qui fait ça? Personne ne fait ça. Enfin je veux dire, ça me viendrait pas à l'idée, je crois que mes amis non plus, donc bon, le gag est marrant une fois, mais ce qu'il y a c'est que c'est super récurrent. Alors vous allez dire je m'emballe pour un truc, on s'en fout, oui c'est vrai, mais je trouve ça très bizarre, sachant qu'en plus c'est une mère célibataire et tout, ça veut dire quoi? Qu'elle est pas, voilà, forcément elle sait pas cuisiner, etc. Bref, bon, à part ça, voilà, c'était sympathique, pas transcendant, on est sur une série teenage et tout machin, donc bon, voilà, si vous n'aimez pas ça, ce sera pas pour vous, n'y allez pas, mais voilà, si vous aimez bien les trucs d'amitié, de jeunesse, etc., eh bien allez-y, tentez et dites-moi ce que vous en pensez. Oulala, on va parler d'une série du coup qui aussi fait grand bruit. Je veux vous parler de la série Destin, la saga Winx. Donc c'est une série TV italo-britannique, alors ce que je ne savais pas du tout, créée par Brian Young, qui est aussi le scénariste de Vampire Diaries, si vous ne saviez pas, moi non plus. Diffusée sur Netflix donc en 2021, donc c'est vraiment tout récent. C'est une série donc en cours a priori, on a découvert donc la première saison en ce début d'année qui se compose je crois de 6 épisodes d'à peu près 50 minutes en moyenne, donc voilà, on a pas mal pour démarrer. Alors c'est évidemment une adaptation libre de la série d'animation le Winx Club, que je vous mettrai une petite photo par ici aussi.
Peut-être, voilà, vous avez connu, moi perso, j'en ai quelques vagues souvenirs. Il me semble avoir regardé quelques épisodes, mais alors, en découvrant la série, enfin voilà, qui apparaissait sur Netflix, j'ai eu du mal à me rappeler les détails en fait de l'histoire. Je me rappelais des personnages, etc. Mais alors, le contexte, à part l'école de fées, etc. Genre, quelle est l'intrigue de fond et tout, aucune idée, je me rappelais pas du tout. Donc, si vous voulez, je partais avec pas vraiment d'a priori, à part sur les personnages, parce que l'histoire, en fait, que ça change ou que ça change pas, alors ça, je m'en foutais un peu, parce que de toute façon, j'en avais pas de souvenir, j'avais pas envie de chercher, j'avais envie de me lancer dans la série telle quelle. Ah bah, j'ai pas été déçue, hein. Vous êtes prêts? Accrochez vos ceintures, il y a des choses à dire. Alors dans l'école de fées, donc nommée Alphéa, on va suivre du coup tout un groupe de jeunes qui viennent pour leur formation de fées et de protecteurs, hein, parce qu'il y a les deux. Bon, on va pas faire une comparaison entre la série d'animation et la série Netflix, mais voilà, il y avait les protecteurs garçons, il y avait les fées filles. Alors, point positif pour la série, c'est que il y a un mélange des genres, on s'en fout. Il y a les fées, il y a les protecteurs, mais il y a des garçons et des filles de partout. Et ça on adore. Bref, je reprends le pitch. Dans cette école de magie d'Alphéa, donc nommée Alphéa, on va suivre en même temps l'arrivée de Bloom, qui est une jeune fille, donc une jeune fée, qui elle a un parcours un petit peu atypique par rapport à ses camarades, puisque elle est issue du monde des humains, hein, ses parents sont humains, etc. Donc elle ne connaît pas du tout le monde des fées, ni les coutumes, ni la magie, ni trop ses pouvoirs. Elle les a découverts un petit peu malgré elle, ça lui a causé apparemment quelques soucis, et donc on est venu la chercher en fait, et voilà, lui dire de venir dans cette école d'Alphéa pour appréhender un petit peu ses pouvoirs et voilà, pouvoir un petit peu s'en sortir. Donc voilà, on va suivre plusieurs autres personnages. Donc elle va partager sa chambre avec 4 autres filles. Donc il va y avoir, par rapport à la série animée, donc Stella, la princesse, la voilà, blondinette et tout machin. Il va y avoir Musa, donc celle avec forcément les pouvoirs autour de la musique, du son. Alors là ça change légèrement hein, au niveau du pouvoir de Musa. Alors c'est toujours Musa, sauf que son pouvoir est quand même très différent de celui de la série d'animation. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et puis alors il y a eu quelques petites adaptations par rapport aux 2 autres personnages. Alors au lieu de Flora, on va découvrir du coup sa cousine apparemment, Terra. Donc voilà, qui est un personnage intéressant, mais j'y reviendrai. Et on va suivre un autre personnage, Aïcha, la fée un petit peu de l'eau aquatique, etc. qui arrivait un peu plus tard, je crois, dans la série d'animation, et qui, selon les pays, s'appelait soit Aïcha, soit Leila ou un truc comme ça. Là, elle s'appelle Aïcha, c'est sûr. Donc voilà. Voilà, vous savez à peu près. Au niveau des protecteurs, on va avoir évidemment Sky. Alors j'ai vraiment du mal avec ce prénom, voilà. Et Raven, un truc comme ça. Bref, donc le Sky, c'est le prince charmant et tout machin, le protecteur, le meilleur de l'école, etc., etc. Vous vous doutez bien. Alors bon, le schéma classique, hein, ça on change pas, même s'il y a quelques petites surprises quand même au début. Donc c'est le Ken, hein, le prince charmant avec sa petite mèche blonde. Et puis on a son copain. Alors bon, voilà. Je veux dire, il semblait prometteur, et puis ça arrive... Non, nul. Donc voilà, le paumé de base, enfin le gars en plus qui a vraiment du talent, mais qui le gâche à longueur de temps. Donc bon, voilà, ça arrive, tout ça se trouve assez plat en fait, au niveau des personnages, au niveau des caractères, etc. Alors, donc ça va être l'histoire de tous ces groupes-là, et principalement de Bloom, puisque Bloom va se mettre à la recherche de certains secrets qui l'entourent, mais c'est absolument un personnage principal détestable. Genre c'est une ado à qui on a envie de mettre des tartes. Non pas que je prône la violence, mais clairement c'est ça, puisque enfin elle a des réactions mais absolument inimaginables. Si elle a une idée en tête, elle se fout de se mettre en danger, elle se fout de mettre les autres en danger, elle n'a absolument aucun respect ni intérêt pour les problèmes des autres, pour les histoires des autres, hein,
Bon, certes, elle a beaucoup à encaisser, elle a beaucoup de choses en tête, etc. Mais bon, la pro de l'égoïsme, la pro de l'égocentrisme, enfin voilà, c'est inimaginable. Stupide. Ouais, c'est le mot, stupide. Et qui ne se rend même pas compte de ce qu'elle fait. Et alors pareil, il y a eu des soucis au niveau des réactions des personnages, mais soutenez-la dans sa connerie, on vous dira rien. Ces fées et ces protecteurs, du coup, se préparent en fait, développent leur pouvoir et développent leurs capacités, se préparent notamment à lutter contre des sortes de monstres qu'on appelle les brûlés. Et ces monstres, j'en avais pas de souvenir dans la série d'animation, donc voilà. Mais c'est des monstres qui foutent bien la trouille, hein. Parce que oui, Destin, la saga Wing, c'est quand même un chouïa plus sombre que la série d'animation toute colorée, toute fluo et tout. Hein, on n'est pas sur ce délire. C'est beaucoup plus sombre. Il y a des monstres et donc ils doivent se battre, sauver leur peau, etc., etc. En même temps qu'il y a plein de secrets, en même temps qu'il y ait les hormones qui travaillent tout le monde, les histoires d'amour secrètes plus ou moins. Et alors ce qui m'a... Alors je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont réagi, mais la série est tournée, enfin voilà, dans un monde d'ados, donc on pourrait se dire bon au niveau du langage et tout, voilà, mais ça passe relativement bien, c'est assez fluide, c'est du langage courant qui ne choque pas les oreilles sensibles. Et là, bim, tu sais pas pourquoi, il y a la phrase, voilà, comme ça, avec bim qui sort. Alors tu dis quoi? Ben, j'ai mal entendu? Non, d'accord, bon, ok. C'est pas le mot qui me gêne en fait, c'est le contexte dans lequel c'est dit, ça n'a aucun sens que la personne sorte ça comme ça, enfin bon, bref. Et ça arrive 2-3 fois. Et c'est juste malaisant en fait de la façon dont c'est fait. Donc bref, donc ça voilà, bon là tu te dis ah ouais on est bien sur une série teenage quoi encore, hein, voilà. Le personnage principal est pour l'instant détestable. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment sur le dernier épisode, donc je me demande un petit peu où ça va aller. Et puis voilà, là, les hormones qui travaillent tout le monde, bon... c'est peut-être pas ma came en fait. Tant le teasing je l'avais trouvé plutôt alléchant, autant bon voilà, j'ai regardé la série, hein, j'ai regardé tous les épisodes jusqu'à la fin, voilà, mais non, non, j'irai pas plus loin. Et alors on finit relativement en beauté puisque la toute dernière série que j'ai regardée, il s'agit d'une série française, Cocorico, donc Lupin dans l'ombre d'Arsène, qui est une série TV française créée par Georges Quay et François Uzan, j'espère que je prononce pas trop mal, donc diffusée sur Netflix en 2021, donc très récemment. Donc vous l'aurez deviné, cette série s'inspire largement de l'univers et du personnage d'Arsène Lupin créé par Maurice Blanc au début des années 1900. On suit donc Hassan Diop, qui est un arnaqueur professionnel, donc incarné par Omar Sy, à l'heure actuelle du coup, qui a vu son père mis en prison quand il était enfant pour le vol d'un collier appartenant en fait à la famille pour laquelle il travaillait. Il était chauffeur pour une famille richissime, etc. Et ils l'ont accusé d'avoir volé en fait un collier voilà, de grande valeur appartenant à Marie-Antoinette ou un truc comme ça, enfin bref. Il a été en prison, il a apparemment fini par reconnaître les faits, et le souci c'est qu'il est mort en prison, et son fils évidemment le pense innocent, et lorsque le collier de Marie-Antoinette refait surface et que la famille à qui on l'avait volé le met en vente, du coup l'arnaqueur professionnel décide de tenter le tout pour le tout et de voler ce collier et en même temps de prouver l'innocence de son père. Alors pour l'instant, la première saison est sortie, on a je ne sais plus combien d'épisodes exactement. Honnêtement, j'ai été très agréablement surprise. Je ne dénigre pas le travail en France, mais je ne suis habituellement pas spécialement fan des séries françaises, que ce soit par le type de caméra, enfin la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est interprété parfois malheureusement. Ça n'est pas mon genre habituellement, et là franchement j'ai été très agréablement surprise parce que déjà j'aime beaucoup ce contexte, j'aime beaucoup cet univers d'Arsène Lupin avec un charme fou. Voilà, et j'aime beaucoup en plus les films avec des arnaques, ça fait travailler mon imagination, mon esprit, j'aime beaucoup ça me fait beaucoup rire en plus, et puis avec le personnage du coup incarné par Omar Sy, franchement moi j'aime beaucoup cet acteur, je le trouve
très solaire. Il y a eu quelques petits bémols, notamment au sujet voilà, de la police qui est traitée plus ou moins bien. En même temps, c'était gros. L'un des policiers sur l'enquête, en fait, est fan d'Arsène Lupin. Et donc identifie plus ou moins tout de suite que certaines arnaques commises donc voilà pour le vol de ce bijou ressemblent comme deux gouttes d'eau aux arnaques d'Arsène Lupin. Et donc lui fait de suite le lien. Quand il en parle, on se moque de lui, enfin voilà, on ne croit pas du tout, etc. Au fur et à mesure des épisodes, de plus en plus de preuves s'accumulent et il réitère encore et toujours ses soupçons et son lien du coup avec Maurice Leblanc et du coup Arsène Lupin, et personne ne le croit et tout le monde le tourne en ridicule tout le temps, à longueur de temps. Alors une fois je veux bien, mais bon, à un moment les gars, réveillez-vous, les policiers sont quand même pas stupides à ce point là. Donc là c'était un peu gros, j'ai trouvé un chouïa gros. Il y a beaucoup de complots, beaucoup de corruption, beaucoup de choses comme ça, donc pour ça c'est intéressant. Là où je mettrais encore un petit bémol, c'est pour la fin du dernier épisode, sans vous dévoiler, hein, il n'y a pas de spoil. Un méchant fait quelque chose en plein espace public, avec des gens autour, enfin vraiment plein de gens autour et tout. Il fait quelque chose et personne ne réagit. Mais je veux dire, on voit même pas que les gens réagissent pas en fait, c'est qu'on voit qu'il fait le truc, enfin un moment qu'il a fait le truc, et on se dit mais attends, ça s'est passé là, mais comment il a fait? Parce que personne n'a réagi, personne n'a rien dit, enfin c'est quoi le délire? Bref, donc ça j'ai trouvé ça un chouïa gros aussi, mais sinon très prometteur, honnêtement très prometteur. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont faire de la série par la suite. Je me dis jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut développer ça, je ne sais pas. Mais honnêtement, ces premiers épisodes là dévoilés sont très très prometteurs. J'ai passé honnêtement un bon moment. Et voilà, avec ce petit côté gentleman cambrioleur, moi je trouve ça très sympathique, très charmant. Donc voilà, plutôt contente. On finit sur une série quand même très positive, j'ai beaucoup aimé et honnêtement je vous la conseille, celle-ci sans problème. Voilà pour le 3e épisode de l'écran noir de Vos Nuits Blanches. J'espère que vous y aurez trouvé votre compte. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les séries que vous avez pu découvrir ces derniers temps. Je serais ravie qu'on en discute. Si vous avez partagé mes avis sur les séries que je viens de vous présenter, n'hésitez pas. Et si c'est le contraire, n'hésitez pas non plus à me le dire. Toujours dans la bienveillance et le dialogue, on peut échanger. Au contraire, ce serait très enrichissant. Je vous le redis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça fait vivre la chaîne, tout comme les petits pouces, tout comme les commentaires. Surtout n'hésitez pas non plus à partager vos moments visionnage sur Instagram, donc en story, en m'identifiant. Ça me ferait super plaisir de voir ça, franchement ce serait un kiff. Donc voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de gros bisous.